Kaby Kiriza Ephraim. La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kaby Kiriza Ephraim a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres du nouveau chef. Le clou de l'événement, ce fut la remise de l'étendard par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, au général-major Kaby Kiriza Ephraim, nouveau commandant de la garde républicaine. Général-major Kaby Kiriza Ephraim, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Chiwewe, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. Et le chef de l'État qui a présidé cette cérémonie militaire a eu hier un entretien en début de soirée avec la comtesse de Wessex du Royaume-Uni, Sophie Risk, accompagnée. Le ministre d'État britannique en charge des affaires étrangères, Lord Ahmad, a évoqué avec le président Tshisekedi des questions de sécurité, avec en otage celles liées à la prévention de violences sexuelles en zone de conflit. Rufin Gombolé, Coco Moulichou et Pierre Kibambe nous en parlent en large dans ce reportage. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit à travers le monde, c'est le leitmotiv de la visite en RDC de Son Altesse Royale Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Lord Ahmad. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Pour le ministre d'État aux Affaires étrangères, envoyé spécial du Premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles, ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Panzi et à la fondation du docteur Denis Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur le genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tous ces efforts. Cette visite en prélude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles est la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo.
Le retour de la paix et la cessation définitive des hostilités entre Téké et Yaka dans le Mai-Ndombe, c'est ce vœu ardemment exprimé par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, à cette affaire, réuni les gouverneurs des 3 provinces de l'espace Grand Bandundu pour discuter autour de pistes de sortie de crise. Ce chef d'entité territoriale, en selon leurs propres mots, apprécié le soutien et l'engagement du président de la République à mettre fin à ce conflit coutumier. Encore une fois, Pierre Kibambeso-Moïsa est au commentaire de ce reportage. Conflit Téké-Yaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces 3 provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Téké-Yaka. Les déplacés que nous avons dans nos 3 provinces du Grand Bandundu et les déplacés issus du conflit Téké-Yaka dans les territoires de Kwamuntu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandundu-Ville, à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Chopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a à me dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Chopo ne parlera plus le même langage. Et puisque nous parlons de ce conflit Téké-Yaka, sachez que c'est en mode urgence humanitaire que le président de la République a confié une mission à son conseiller principal au collège Culture, Arts et Questions religieuses auprès de déplacés de Kwamuntu à Bandundu-Ville. Les premiers déplacés identifiés reçoivent déjà une assistance de différents ordres, nous informent nos reporters sur place. Regardez. Conseiller principal du chef de l'État au collège Culture, Arts et Questions religieuses, M. Théo Tshilombo Wakabeya, pendant son séjour dans la province du Kwilu, a conféré avec les forces vives de la nation, notamment la société civile, la notabilité, le conseil principal de la jeunesse, la fédération de l'UNDPS Kwilu, la coordination nationale de l'organisation pour la présentation et la défense des actions du chef de l'État. Sa présence dans la ville de Bandundu est une occasion pour lui de changer autour de la question de déplacés victimes du conflit opposant le Téké et le Yaka afin de leur apporter une aide humanitaire. C'est une situation qui nous touche. Et il fallait ce déplacement pour nous rendre compte de toute la situation. Et au niveau de la population en général, de la ville de Bandundu, et au niveau des déplacés, et aussi, comme nous sommes en train de faire des visites ici à l'hôpital de Bandundu, moi je ne suis qu'un envoyé. Donc je prends toutes les doléances, tous les problèmes des gens, je vais les transmettre à qui de droit. Après cet entretien, le conseiller s'est rendu ensuite à l'hôpital de référence de Bandundu pour apporter l'assistance médicale à toutes les victimes de ces conflits hospitalisés. M. Théo Tshilombo Wakabeya témoigne qu'il a remis tous ses dons au nom du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Autre chose, à présent, la République démocratique du Congo, pays solution aux problèmes climatiques, a bien saisi sa pré-COP 27 pour vendre sa vision de développement des communautés locales et peuples autochtones, celle liée à l'électrification des milieux ruraux et périurbains, ainsi que plusieurs autres solutions énergétiques ont été exposées pendant les travaux par l'Agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Néné Maïzabra nous explique dans ce reportage la démarche entreprise par l'ANSER. Le gouvernement congolais, à travers l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques au milieu rural et périurbain, réaffirme sa volonté d'atteindre 60% des dessertes électriques dans les milieux à l'horizon 2030. Dans les années à venir, les choses en RDC peuvent facilement bouger. Mais cela exige qu'il y ait des moyens. Les premiers jalons, c'est d'ici 2025, atteindre 30% des taux d'accès à l'électricité, parce que vous savez que déjà en milieu rural, on est en moins de 1%, et qu'en 2030, c'est 60%. Le directeur général de l'ANSER, Idesbal, l'a confirmé lors des travaux de la pré-COP 27 à Kinshasa. Cet établissement possède un plan d'électrification et vise à atteindre 25 000 ménages dans le cadre du fonds Mwinda. L'idée de cette décentralisation, c'est justement de nous rapprocher de ces populations, des autorités locales, pour pouvoir parler avec elles, dialoguer avec elles. Notre approche d'électrification, c'est une approche que nous appelons bottom-up, ça veut dire une approche des bas en haut. Donc ce sont les communautés locales, ce sont les populations qui proposent des solutions. Le directeur général a confirmé l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur ces projets pour la mise en œuvre du développement énergétique dans les 145 territoires nationaux pour les communautés locales et peuples autochtones. Vers un dénouement de la crise qui a conduit à la grève de médecins, nous apprenons de nos reporters que les syndicats des médecins et le gouvernement de la République sont actuellement en discussion à Biboua, dans la périphérie de Kinshasa, pour justement trouver des solutions aux revendications exprimées par le personnel de santé. Quelle chance accorder à ce pourparler? Elie Tchala tente de répondre à la question dans ce reportage. De la commission interministérielle, santé, budget, finances et fonctions publiques et les représentants du banc syndical, Sinamed, Silimed, Simeco prennent part à cette négociation dont l'objet est de réfléchir et proposer des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Consécutivement aux assises tenues en juin 2022, cette rencontre constitue une suite logique des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, des infirmiers, des administratifs ainsi que d'autres pro-santé des services publics de l'État. Des travaux ouverts par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani. Des travaux ouverts à Biboua par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani. L'objectif des présentes assises est de fournir un cadre de réflexion des propositions et des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Nous aurons durant ces jours la lourde tâche de trouver des solutions durables et urgentes aux revendications des professionnels de la santé. Il semble que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Les travaux viennent d'être lancés. Nous attendons justement cette réactivation des avantages sociaux. Parce que qui dit réactivation, ça veut dire que c'était déjà activé. Ces discussions des Bibois 2 entre le gouvernement de la République et le banc syndical du secteur de la santé publique se poursuivront jusqu'au 8 octobre 2022. S'inspirer de bons exemples pour mieux faire chez soi, c'est cet argument qui justifie la démarche de la Commission électorale nationale indépendante en suivant de plus près le déroulement du scrutin au Lesotho. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, était au plus près du champ électoral du Lesotho en visitant quelques centres de vote peu avant l'ouverture des bureaux. Il y était aussi en sa qualité de chef de mission dans le cadre de la SADC. Plus de détails dans ce reportage de Tétis Samba. Un climat apaisé et serein que les élections se sont déroulées au royaume de Lesotho vendredi 7 octobre 2022. Les Lesothons sont allés aux urnes pour élire leurs députés.
bien avant l'ouverture des bureaux de vote. En sa qualité de chef de mission de forum des commissions électorales des pays de la SEDEC, Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, s'est rendu dans quelques centres de vote de Maseru, la capitale, notamment à l'école primaire LEC à l'ouest de la ville, où il a constaté l'effectivité des opérations de vote. Denis Kadima Kazadi a assisté à l'installation du bureau, puis au contrôle des témoins des partis politiques et les observateurs nationaux. Même exercice à l'école primaire Moshe chez 2. Le président de la centrale électorale congolaise s'est ensuite rendu dans 2 centres de vote situés à l'est de la ville, d'abord à Ngouatoname, puis au centre missionnaire apostolique Fête Mission. 5 équipes ont été déployées dans 10 provinces que compte le pays. Elles sont à pied d'œuvre jusqu'au déploiement et à la suite du processus. Cela fait déjà près d'un demi-siècle que les Congolais n'ont plus de carte d'identité. Depuis, l'État a pris de résolutions, mais la situation perdure. L'Office national de l'identification de la population qui a reçu cette mission de l'État tient à tout prix à matérialiser ce vœu tant exprimé. La solution sortira peut-être de cette séance de travail tenue ce vendredi entre l'ONIP et le consortium chinois dénommé Digitus. Ce dernier a déjà fait ses preuves dans l'identification de la population sous d'autres cieux comme en Angola. Sandra Nyangui. Le dernier citoyen congolais à avoir une carte d'identité était encore zaïrois. Depuis, des individus circulent sur ces territoires et s'improvisent quelquefois congolais, car n'ayant pas une carte d'identité. L'Office national de l'identification de la population, ONIP, a la lourde mission d'identifier systématiquement et effectivement la population congolaise. Digitus, qui a déjà identifié en Chine populaire, en Angola et au Brésil, propose ses services. Avec une capacité de 15 000 cartes biométriques par heure, l'offre allège. Les exigences sont résumées par les priorités qui sont identifiées la population et constituer le fichier général de cette population-là. L'octroi de la carte d'identité entendu pour rejoindre la vision du chef de l'État. Cette séance de travail entre l'ONIP et Digitus pourrait accélérer l'identification de la population congolaise. Kinshasa et Congo central peuvent être des provinces pilotes. Nós somos uma empresa angolana. Digitus vient aider et accompagner la RDC. Nous avons la capacité et l'expérience. En l'espace de 6 mois, tous les Congolais pourront avoir leur carte d'identité. Cette rencontre permettra de lever certains équivoques pour que le plus rapidement possible, l'identification commence. Occupée depuis plus de 100 jours maintenant par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, la cité de Bunagana a vu plusieurs de ses citoyens fuir des atrocités. Plusieurs milliers d'entre eux sont campés à Ouassa, toujours dans le territoire de Rutshuru. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés plaide pour une attention particulière de bailleurs de fonds à se déplacer, parmi lesquels sont aussi pris en compte ceux de Kwamut dans le Maïndombe. Animbalaka. Plus de 21 000 réfugiés congolais exilés en Ouganda sont en train de regagner leur pays d'origine. Ces derniers temps, le site de Ouassa dans les Rutshuru accueille les femmes et enfants qui ont jugé bon de retourner volontairement en République démocratique du Congo. Au cours de ces points de presse, Angèle Dikongwe, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, appelle les partenaires, le bailleur de fonds et le gouvernement congolais à mutualiser les énergies et les moyens pour assister ces réfugiés en détresse. Mes équipes sont à pied d'œuvre au moment où je vous parle à Rutshuru, notamment le site de Ouassa, où nous avons plus de 21 000 personnes qui sont revenues ces derniers jours de l'Ouganda, où elles avaient cherché asile, mais où elles n'ont pas pu s'entendre avec leurs autorités d'accueil sur le site où elles allaient s'établir. Et de ce fait, elles ont préféré revenir vers leur patrie d'origine, la RDC. Les HCR assurent la protection et l'assistance aux réfugiés, a-t-elle indiqué. Actuellement, la RDC regorge plus de 5 millions de déplacés internes, ce qui nécessite des moyens importants pour renforcer la protection et la survie des réfugiés. Et nous venons de l'apprendre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu en début de soirée l'ambassadeur tunisien en poste à Kinshasa. Ce dernier était porteur d'un message de remerciement adressé au chef du gouvernement congolais par son homologue tunisien. Pati Tondouango, détail.
La Tunisie compte renforcer davantage sa coopération avec la République démocratique du Congo. Reçu par les premiers ministres ce vendredi 7 octobre 2022, l'ambassadeur des Tunisiens en République démocratique du Congo a annoncé à Jean-Michel Samaloukonde Kyenge la tenue les 19 et 20 novembre 2022 du sommet de la francophonie en Tunisie, assise auquel la République démocratique du Congo est invitée à prendre part. Les diplomates tunisiens étaient également porteurs d'un message de remerciements et de félicitations de la première ministre tunisienne à son homologue de la République démocratique du Congo pour sa brillante participation à la 8e conférence internationale pour le développement de l'Afrique, TICAD, organisée en août dernier en Tunisie. On a parlé de la coopération bilatérale, donc nous voulons développer davantage la coopération bilatérale. Donc nous voulons organiser la deuxième session de la commission mixte et nous avons insisté également sur une très bonne participation, comme d'habitude, de très haut niveau de la RDC, donc au sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie, à Djerba, donc les 19 et 20 novembre. J'étais vraiment très honoré parce que, sincèrement, Monsieur le Premier ministre m'a très bien accueilli et il m'a promis toute l'aide, toute l'assistance. Les renforcements de la coopération bilatérale RDC-Tunisie nécessitent aussi la réouverture du corridor aérien pour faciliter les vols. L'évolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la Défense nationale et la MONUSCO était au cœur des échanges entre le ministre en charge du secteur, Gilbert Kabanda, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de la protection des opérations au sein de la MONUSCO. Kassim Diane était ce vendredi au ministère de la Défense. Jojo Ndibo. La MONUSCO à l'heure de la transition. C'est dans ces contextes que le secrétaire général spécial adjoint de l'organisation onusienne est venu rencontrer le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. M. Kassim Diagne a voulu avoir de la bouche du docteur Gilbert Kabanda un certain nombre d'éclaircissements sur plusieurs points qui marquent l'évolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la Défense et son institution. Aujourd'hui, nous avons passé en revue la situation sécuritaire à l'est du pays et les activités que nous menons ensemble avec les forces de défense et sécurité nationale. Au cours de leurs échanges, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant lui a apporté des éclairages sur 2 points très importants, à savoir 2 instruments majeurs de l'heure. D'abord, la nouvelle politique de défense nationale proposée par lui et adoptée tout récemment par le Conseil des ministres. Ensuite, la loi de programmation militaire promulguée dernièrement par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour Dr Gilbert Kabanda. La nouvelle politique de défense nationale, fruit de l'expertise totalement congolaise, sera bientôt rendue publique. Le ministre a saisi cette occasion pour lever l'équivoque concernant la mise en œuvre du DDRCSP. Pour lui, il ne sera pas question de réintégrer les groupes armés dans les rangs des FARDC. Il s'agira plutôt de leur réintégration communautaire civile. Alors que tous les regards sont tournés vers l'agriculture comme secteur porteur de croissance, les chercheurs du domaine alertent sur une énième maladie qui attaque le manioc dénommée nécrose racinaire du manioc, une situation qui intervient alors que les partenaires du secteur agricole, dont l'Institut international d'agriculture tropicale, ont réussi à mettre en place plusieurs variétés de manioc qui résistent à une autre maladie ravageuse déjà identifiée, dite striure brune de manioc. Emmanuel la commissaire. 4 variétés de manioc dites tolérantes de la striure brune ainsi que les bonnes techniques culturelles sont désormais disponibles en République démocratique du Congo. Ce, grâce à l'appui financier de l'USAID à travers le projet Action contre la maladie de la striure brune du manioc mis en œuvre par l'IITA en collaboration avec l'INERA. Ces avancées sont les résultats du projet présenté lors de la tenue des assises de Mbanza-Ngungu et Amvoisi, lesquelles marquent la clôture du projet CBSD. Nous ferons du manioc notre culture de sécurité alimentaire et aussi des revenus. C'est excellent de fêter la réussite de ce projet. C'est un travail qui a pris 6 ans et la lutte doit continuer. Résoudre de manière permanente le problème des maladies du manioc. Mais nous avons déjà visité plusieurs provinces et on s'est rendu compte que les maladies du manioc sont en train de sévir de façon très très grave.
Ces résultats sont une réussite, mais pas une victoire absolue, car il faut une multiplication à grande échelle pour pallier ce problème afin d'élargir les interventions dans les zones concernées et effectuer des recherches pour trouver l'argent causal d'une autre maladie qui attaque le manioc dénommée la maladie des négros racinières du manioc, identifiée dans certaines provinces de la RDC, en plus de la striure brune du manioc. Nous l'apprenons de nos reporters. La cellule nationale de renseignement financier est en pleine campagne de sensibilisation auprès de ses assujettis. Pour mener à bien sa mission, la CNRF bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, parmi lesquels la coopération technique allemande. Guy Matundu nous emmène au cœur de cette campagne. La RDC s'est résolument engagée dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ces deux fléaux des temps modernes. La cellule nationale de renseignement financier, à qui le magistrat suprême a confié cette mission, est en pleine campagne de sensibilisation et de vulgarisation auprès de ses assujettis. Le secrétaire exécutif de cette structure, Adler Kisula, tient mordicus à la réussite du plan d'action avec le régime suivi renforcé et se fait accompagner par des partenaires. Parmi eux, la coopération allemande, qui veut apporter son expertise dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Donc l'importance de CNRF pour nous, comme partenaire focal et pour l'implémentation de ces activités est très grande. Donc c'est la première étape, la professionnalisation de CNRF, et on supporte ça vraiment, mais ça doit finalement aussi externaliser pour les autres organismes et la paix en général. On est très content de coopérer avec CNRF. Le but final est d'aider la République démocratique du Congo avec implémenter mieux le système pour gérer les mesures contre le lavage d'argent et de financement du terrorisme. Outre la coopération allemande, les États-Unis d'Amérique travaillent aussi de concert avec la CNRF. Le secrétaire exécutif Adler Kisula annonce la tenue prochaine d'autres matinées de sensibilisation des assujettis. Et puis cette information importante pour les secteurs de l'éducation, les lauréats de l'examen d'État édition 2021-2022 ayant obtenu au moins 85% aux épreuves passeront le test de sélection Excellencia organisé par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi le mardi 11 octobre 2022. La liste de finalistes admis à ce test a été publiée sur les différents canaux de communication officielle de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Il s'agit de la liste officielle du ministère de l'EPST reprenant les lauréats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État édition 2021-2022. Ils sont au total 129. Toute information utile liée à l'organisation de ce test sera individuellement transmise aux participants éligibles. Le test portera sur les matières suivantes, les mathématiques, le français, l'anglais et la culture générale, informe la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et dans le secteur de l'entrepreneuriat, l'État congolais poursuit ses discussions avec les sous-traitants en activité au pays. L'idée est d'identifier et activer la nature de l'aide apportée à ces entrepreneurs. Le président de l'association de sous-traitants, le directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur et les ministres de tutelle ont passé en revue les lignes de la loi qui régit ce secteur. Mireille Ndeke nous explique au large cette démarche dans ce reportage. La loi sur la sous-traitance mérite d'être respectée quand bien qu'on observe une certaine résistance de la part de multinationales qui continuent d'imposer leurs propres lois et de marginaliser les entreprises locales du secteur minier. C'est dans les soucis de soutenir l'application effective de la dite loi fixant les règles applicables à la sous-traitance et de renforcer la présence de nationaux dans ces secteurs stratégiques de mines que le président de l'association de sous-traitants de la RDC, Landry Meya, accompagné du DGA de l'ARSP, Alain Boussi, a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, Maître Eustache Moranzi Mumbembe, à qui il a présenté les principales préoccupations que rencontrent les sous-traitants du secteur minier. Je voulais partager avec lui d'une société que je viens de créer, toujours dans le but de soutenir les entrepreneurs, où j'ai mis mes fonds propres de plus d'$1 million pour vraiment voir comment soutenir et financer les entrepreneurs, les sous-traitants. Le patron de l'entrepreneuriat a insisté sur la mise à sa disposition d'une documentation détaillée sur les entreprises qui seraient coupables des abus qui violent la loi.
Par ailleurs, le ministre d'État a promis de s'impliquer personnellement dans la mise en application inconditionnelle de la loi sur la sous-traitance sur toute l'étendue de la République, rassurant ainsi son interlocuteur de veiller sur cette problématique afin que le droit de sous-traitant congolais soit respecté par tous. C'est une annonce qui ne surprend pas du tout. Plusieurs chaînes de télévision ne respectant pas les règles de travail seront très bientôt fermées. Le ministre de la Communication et des Médias l'a officiellement annoncé. Patrick Mouyaya prenait part à la table ronde sur l'industrie de médias en République démocratique du Congo, forum organisé à l'occasion de la 3e édition du forum Keto Bantu. Gaëtan Bagalano. Vers une RDC hautement performante. Thématique générale de cette 3e édition du sommet qui est le Bantu, rassemblant deux acteurs majeurs autour de questions clés pour l'avenir du pays de Lumumba. Ce sont les instances de régulation qui contrôlent également l'attribution des fréquences. Par quelle magie toutes ces chaînes-là existent? J'entends le ministre évoquer la question sur la grille de programme de la RTNC. Mais ma foi, j'aimerais bien qu'une fois que ce serait établi, que ce soit respecté. Vous avez suivi tout le monde ici. Et les soucis. Le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement avec le figure emblématique de la presse congolaise telle que Chantal Kanimbo, Passion Ligodi, Françoise Boila de la RTNC ont réfléchi sur le problématique de la presse congolaise en perspective de favoriser la salubrité médiatique. En ce moment, on ne doit plus être complaisant sur des questions qui concernent les médias parce que c'est ce qui façonne nos enfants, c'est ce qui façonne l'avenir du pays. Si pour le vice-ministre des Affaires étrangères de la Suède, ce sommet permet de réfléchir sur le développement du marché de l'emploi en RDC, le directeur général de l'ANAPI estime que l'homme est au centre du programme de développement de 145 territoires initié par le gouvernement RD congolais. Plusieurs panels sont proposés au cours de 6 assises qui s'y clôturent ces samedis, notamment sur le développement personnel, gestion de carrière, le numérique comme solution, l'impact du syndicat dans la carrière d'un employé, personnes vivant avec handicap et autres facteurs discriminatoires. Récemment nommée par ordonnance présidentielle, la nouvelle équipe dirigeante de la Sokimo a pris langue pour une première fois avec la ministre du Portefeuille. Adel Kaïnda veut donner un nouvel élan aux travailleurs de cette entreprise publique. La Sokimo est peut-être en train de sortir de ses soucis. Angèle Mabiala-Landou. La société minière de Kilomoto, une entreprise à forte potentialité mais fait figure de parents pauvres. Le comité de gestion et le conseil d'administration nommés dernièrement par le président de la République se sont réunis ce jour pour la toute première fois autour de la ministre d'État en charge du portefeuille pour recevoir des directives afin de relever les défis. Vous avez une mission noble de pouvoir relever la Sokimo. Vous devez tout faire pour que vous puissiez tisser un bon partenariat. Ces partenariats pour des joint ventures. Aujourd'hui, Sokimo est à l'ombre, mais j'aimerais que Sokimo soit éclairé. Le numéro 1 du portefeuille insiste sur le respect des normes et des textes qui régissent cette entreprise. Le texte phare étant l'acte uniforme de l'OADA. La réaction du directeur général Bonongue Tokole Pistis ne s'est pas fait attendre. Et il y a déjà un projet de relance qui est en cours. Et de là-dessus, c'est là où nous allons nous marteler, nous allons nous maximiser avec la nouvelle énergie, avec la nouvelle équipe pour qu'aujourd'hui la société puisse y relever. Elle nous a donné des orientations et ces orientations sont si capitales et nous allons les matérialiser pour que la société puisse être relancée. Aux uns et aux autres, la princesse Adel Kaïnda Maïna a requis la transparence et aussi éviter les conflits et querelles pour l'intérêt de tous les travailleurs. Comment et pour quelles raisons faut-il investir dans le secteur numérique en République démocratique du Congo? Quelle politique est-il mise en place pour développer les infrastructures numériques? Des questions auxquelles les experts de Télécom ont tenté de répondre pendant 2 jours. Des assises clôturées par le ministre Augustin Kibessa qui promet de favoriser encore un peu plus le climat de confiance pour plus d'investissements. Nono Montego. 2 jours ont permis aux experts en télécommunications du secteur privé et public de pousser des réflexions sur l'accès universel au haut débit en RDC d'ici 2030. Ces experts ont cherché à répondre aux questions comment augmenter l'accès aux TIC dans les zones rurales pour réaliser des économies d'échelle sur les marchés de l'économie mobile en RDC. Ils ont tout de même reconnu que l'inclusion connaît un retard à cause d'un faible taux de pénétration et de couverture.
Le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, qui a clôturé ces assises, s'est engagé à contribuer à l'économie du secteur par la croissance de 15% des recettes de l'État. Notre ambition est d'améliorer sensiblement la connectivité d'ici 2030 dans le but d'atteindre tous les Congolais. Dans cette optique, je note avec satisfaction l'adoption par le Conseil des ministres du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public dénommé Fonds de services, Fonds de développement. Toutes les parties prenantes ont à l'unanimité suggéré à adopter les meilleures pratiques, notamment la régulation des points zéro, la numérisation de l'identité et les financements des projets d'inclusion numérique et surtout œuvrer pour la réduction des coûts des services et des terminaux. Faisons à présent un tour à la cité dite Kanluka à Kinshasa pour proposer les images d'une sensibilisation de femmes à l'éveil patriotique, sensibilisation assurée par Brigitte Kinkoufi Pidipio qui est présidente de l'ONG Mwasi Congo. Paulette Lomba. La campagne sur l'éveil patriotique et les actions du chef de l'État depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce jour continue son bonhomme de chemin. À l'étape du district de Lukunga, les femmes de cette partie de la capitale ont été honorées par la présence de Brigitte Kinkoufi Pidipio, présidente de l'ONG Mwasi Congo. Ensemble, elles ont échangé, entre autres, sur la situation sécuritaire de l'heure. Brigitte Kinkoufi a demandé à ces femmes d'être vigilantes en vue d'informer leurs enfants à ne pas se laisser manipuler par les informations distillées dans les réseaux sociaux. Nous sommes venus voir les mamans et mettre les renseignements précis à leur disposition, parler plus du président de la République, les faire savoir quelles sont les réalisations du président, qu'est-ce qu'il a déjà fait à Kanluka, qu'est-ce qu'il a fait ailleurs, qu'est-ce qu'il avait déjà fait et qu'est-ce qu'il compte encore faire et quels sont nos soucis aussi pour les gens de Kanluka. Pourquoi l'éveil? Nous avons trouvé qu'il était indispensable de faire ça. Nous qui sommes des leaders d'opinion, partout où nous irons, devant la base, leur éveiller la conscience. À cœur joie, visiblement satisfaites des échanges, les femmes du district de Lukunga promettent d'opérer un choix réfléchi lors de prochaines échéances électorales prévues en 2023. Et on termine ce journal par ces images qui nous proviennent de la province du Kasaï. Vous le verrez en images. 6 motos neuves, c'est la dotation du chef de la maison civile du chef de l'État, la fédération de l'UDPS Chimbulu au cadre de territoriaux du territoire de Dibaya. C'est le coordonnateur de la maison civile du chef de l'État qui a présidé la cérémonie de remise. Regardez. La promesse était faite lors de son passage dans la ville de Chilumbu et dans le territoire de Dibaya au Kasaï central. Le chef de la maison civile du chef de l'État avait promis des motos neuves au cadre de la fédération de l'UDPS Kasaï central. À la cérémonie de remise de ces véhicules motorisés, le coordonnateur provincial de la maison civile du chef de l'État, M. Sylvain Katanga, avait expliqué le pourquoi de l'événement du jour. Nous sommes une coordination provinciale de la maison civile du chef de l'État basée ici à Kananga. Pendant le passage du chef de la maison civile à Chimbulu et à Dibaya, il a eu à s'entretenir avec différents groupes, différentes forces vives de Chimbulu et de Dibaya. Entre autres, il a parlé avec l'administration territoire et aussi avec l'équipe de l'UDPS Chimbulu. Dans cette audience, il y a eu des doléances qui ont été posées par les uns et les autres. Et c'est beaucoup de doléances. Il a dit qu'il n'était pas capable de résoudre tous les problèmes, mais il va choisir un des problèmes pour essayer de résoudre. Le chef de la maison civile a promis fermement que je ne peux pas résoudre tous les problèmes, mais à mon arrivée à Kinshasa, je vais faire en sorte que je puisse vous envoyer les motos pour faciliter votre mobilité. L'administrateur du territoire de Dibaya, M. Bertin Kabongo, l'un des bénéficiaires, a salué cette dotation qui tombe à point nommé. En premier lieu, puisque à tout seigneur, tout honneur, à son excellence, Monsieur le Président de la République, nous citons Félix Antoine Tshisekedi et Tshisekedi Tshilombo est notre patron, de ce don qu'il a l'honneur de remettre à Dibaya en général et à la fédération de l'UDPS Kasaï 1
en particulier. Signalons que la cérémonie a eu lieu dans les anciennes installations de la Monisco Kananga, dans la commune qui porte le même nom. Et ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. Serge Mata prendra le relais à 23h pour la suite de l'actualité. Pour l'instant, nous souhaitons une excellente suite de programmes sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir. Pour faire face à l'urgence alimentaire sur le continent, Makutano, premier bus